Dimitri Pavlenko. Il y a 50 ans, le 5 octobre 72, un attelage hétéroclite d'anciens collaborationnistes, d'ex-membres de l'OAS, de nostalgiques de l'Algérie française, de néofascistes de toute variété, se réunissent et fondent ensemble le Front National. À sa tête de gondole même, un certain Jean-Marie Le Pen. De groupusculaire, le parti va devenir au fil des décennies le premier parti de la protestation en France. Alors, aucune célébration grandiloquente ces jours-ci. Alors, un simple colloque demain à l'Assemblée, relayé sur les réseaux sociaux. Colloque intitulé « De l'espoir au pouvoir ». Tout un programme. Jean-Marie Le Pen n'est pas invité à prendre la parole. C'est étonnant quand même, parce que c'est lui le personnage historique du parti. Que reste-t-il aujourd'hui du FN de Jean-Marie Le Pen dans le RN de sa fille Marine? Bonjour Louis aux Alters. Bonjour Dimitri. Journaliste politique à Marianne. Mathieu Bocoté est avec nous aussi, essayiste, auteur. Bonjour Mathieu. Bonjour. Du FN au RN. Si on remonte à la source, Mathieu Bocoté, quel est le projet des fondateurs du Front National en ce 5 octobre 72? Parce que c'est quand même très particulier comme moment. On est à la fin du gaullisme. Il y a eu mai 68, 4 ans avant. Et puis on voit que la génération qui a fait la guerre aussi, elle commence à être vieille. Alors, il s'agit d'une partie de la droite anticommuniste qui ne parvient pas à s'inscrire dans le régime gaulliste. Vous l'avez dit aussi, les vaincus des différentes guerres des dernières années. Donc, c'est une fédération de proscrits, une fédération de parias qui, sous le signe de l'antigaullisme de droite ou de la droite antigaulliste, veut se réinscrire dans la vie politique. Et vous l'avez mentionné, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs tendances qui se rassemblent. Et pourquoi se tourne-t-il vers Jean-Marie Le Pen comme chef? C'est que Jean-Marie Le Pen est vu à l'époque comme un facteur de respectabilisation, d'embourgeoisement. De dédiabolisation. De dédiabolisation, c'est-à-dire qu'on se tourne vers JMLP pour avoir une politique de dédiabolisation en disant, lui, c'est un vieux aventurier de la politique, il a été avec le poujadisme, il est avec Poujade. Ouais. Avec lui, on aura la vitrine respectable. Ça fait 15 ans qu'il est dans le jeu politique. Oui, exactement. Ouais. Or, par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution, effectivement, de ce parti qui va être d'abord fédération de proscrits à partir des années 80, qui va être le vecteur de politisation de la question de l'immigration, à tout le moins qui va la radicaliser, qui dans les années 90 devient le parti tribunicien, le parti anti-système, et qui va avoir une longue quête de normalisation vers le pouvoir, mais qui pour l'instant n'y est toujours pas parvenu. Alors c'est très intéressant quand on regarde un peu aux fondations de ce parti, c'est des nationalistes révolutionnaires qui créent le FN et qui cherchent à créer une sorte de machine électorale intégrée au jeu politique. Tout à fait, parce que comme l'a dit Mathieu, ce sont des gens marqués du sceau de l'infamie, d'abord de la collaboration, parce qu'il y a plusieurs anciens miliciens, anciens collaborateurs qui cofondent le Front National autour de Jean-Marie Le Pen. Et puis ce sont des groupuscules en réalité qui à cette époque n'ont aucun débouché électoral, soyons clairs, et qui sont minés par les guerres de bandes, les guerres idéologiques, mais de ces guerres picrocolines que ne comprennent que ceux qui se les mènent finalement. Ouais. Et donc ils vont effectivement fonder, notamment sur les cendres d'Ordre Nouveau, qui était un de ces groupuscules nationalistes, ils vont fonder le Front National, et effectivement, c'est ça qui est savoureux dans l'histoire, aller chercher Jean-Marie Le Pen en signe de notabilisation, cet ancien député poujadiste qui végète, qui a lancé une société d'édition de disques où il réédite des vieux discours. Ils vont le chercher, et d'ailleurs il y a cette anecdote assez amusante en 1972, lors de la conférence de presse de lancement du Front National, donc ils mettent Jean-Marie Le Pen sur scène en le faisant venir, en disant regardez, c'est quelque part notre atout respectable, et il arrive avec son bandeau sur l'œil tel un pirate qui ferait peur à tout le monde, et donc les anciens dirigeants d'Ordre Nouveau sont furieux parce que leur cachet de dédiabolisation ne s'est pas vraiment présenté sous les atours qu'ils avaient imaginés à ce moment-là. Alors pour l'anecdote, sachez qu'à l'époque, en 72-73, le Front National est aidé par le MSI italien, dont on a parlé ces jours-ci, puisque Giorgia Meloni est quelque part l'héritière de ce mouvement-là, d'où la flamme aussi d'ailleurs, la flamme du FN. Alors vous dites ensuite, le parti va vraiment naître au grand public. C'est ce que dit très justement ce matin Thomas Legrand, qui en parle dans les colonnes de Libération, alors pas avec beaucoup d'amour, je ne vous le cache pas, c'est assez évident, mais il dit en fait le FN né au grand public en 82, aidé par François Mitterrand. Et en fait, c'est le 40e anniversaire aussi de cette apparition politique du Front National. Il y a trois manières de parler de l'apparition du Front National dans la vie publique. Il y a soit le passage à l'heure de vérité, ça compte, soit Dreux, lorsque le Front National va réussir à percer, je pense, sur les élections municipales à Dreux en 83, si je ne me trompe pas, avec Jean-Pierre Stirbois, ou 84, les européennes, où ils réussissent véritablement à avoir une réussite électorale, et ça permet d'inscrire ce parti dans la vie politique
politique nationale. Et je note une chose qui n'est pas inintéressante, c'est que dès les années 80, la diabolisation commence avant les fameuses déclarations de Jean-Marie Le Pen que l'on sait sur le point de détail et ainsi de suite. La diabolisation commence 87, dès le début des années 80. Ah oui? Et ce qui est fascinant, c'est qu'à ce moment, il y a une tension à l'intérieur du Front National entre ceux qui disent on va représenter le troisième pôle de la droite et ceux qui ont la tentation justement de l'antisystème. Mais je crois que si on fait une forme d'histoire de la psychologie politique du père Le Pen, son ambition à ce moment probablement, c'est d'intégrer à terme la droite de gouvernement, représenter le troisième pôle. Mais la question, c'est que son ambition est là et probablement que son tempérament est ailleurs. Il y a le tempérament tribunicien, le tempérament du contestataire de système, mais au même moment, il y a un désir de respectabilisation. On dit même qu'il se voyait ministre des Armées pendant un temps, ministre de la Défense. Mais les années 80, il y a encore une ambiguïté. Et après la fameuse phrase sur le détail, eh bien là, ça devient le parti anti-système qui n'a plus la capacité d'avoir un point de passage avec la droite de gouvernement. Alors, d'ailleurs, il y a l'équation, en fait, du FN jusqu'au Rassemblement national aujourd'hui. Louis Osalter, elle est la suivante. C'est-à-dire que le parti tire son succès de sa position anti-système, d'être le parti tribunicien, mais c'est aussi la plafond de verre qui l'empêche peut-être d'accéder au pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce qu'il reste du Front national de Jean-Marie Le Pen dans le RN de Marine Le Pen aujourd'hui? Il en reste cette fonction tribunicienne d'un parti contestataire, justement. Et c'est frappant à quel point de voir à quel point le vote Marine Le Pen, le vote Le Pen, ce qui était le vote Jean-Marie Le Pen avant, est devenu un réflexe pour un grand nombre d'électeurs des catégories populaires. C'est-à-dire que chaque élection, s'ils vont se déplacer, parce qu'ils ne se déplacent de moins en moins aux élections, c'est un vote Le Pen. C'est-à-dire que de Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen, il y a cet ancrage d'un vote contestataire anti-système. Et ça, effectivement, c'est toute la difficulté du point de passage pour Marine Le Pen. Marine Le Pen, à la différence de son père, dont on a beaucoup dit, et c'est sans doute vrai qu'en réalité, il ne voulait sans doute pas le pouvoir et qu'il a été pris d'ailleurs de cette sorte de vertige lorsqu'il a été qualifié pour le second tour en 2002. Beaucoup de ses proches expliquent qu'en réalité, il voulait se cantonner à cette fonction tribunicienne et ne se projetait pas comme un gouvernant. Au contraire, Marine Le Pen a théorisé le fait que le Front National, devenu Rassemblement National, pourrait arriver un jour au pouvoir, mais franchir du coup cette barrière sociologique quelque part qui est que elle bénéficie de ce qui est devenu une rente électorale dans l'électorat populaire pour lequel par dégoût, par colère, le vote Le Pen est devenu un automatisme, mais elle ne rallie pas à cela une composante sociologique plus bourgeoise qui pourrait l'amener à former une majorité électorale. Alors je voudrais vous faire écouter un extrait de l'interview accordée hier par le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, à France 2. Louis, Mathieu, alors écoutez parce que j'ai une question pour vous juste derrière. Il est vrai que depuis un an, le nombre de signalements relatifs à des tenues, disons, islamiques augmente. Il y a le fameux phénomène des abayas et nous avons également constaté ce phénomène à la rentrée. Cela peut être en effet sous-tendu par des agitateurs professionnels qui ne veulent ni de bien à l'école ni de bien à la République. Nous ne sommes pas naïfs là-dessus et donc il s'agit d'appliquer fermement la loi de 2004. Alors ma question elle est la suivante, Mathieu Bocoté. Pape Ndiaye qu'on présente volontiers comme un ministre woke qui évoque comme ça, oui il y a un problème des abayas, des camis, des tenues religieuses musulmanes à l'école. Est-ce que ça c'est une victoire culturelle du Front National? Non, je pense que c'est une victoire de la réalité. C'est-à-dire, à ce que j'en sais, la laïcité, par exemple, n'est pas un marqueur historique du Front National. Marine Le Pen va s'en emparer. La défense de la laïcité, la critique de l'empiètement des religions dans l'espace public, il y a pas longtemps, ça caractérisait l'ensemble de la vie politique française. Et ce qui est particulier, c'est d'avoir fait de ces thèmes pour certains, une spécialité du Front National, ensuite du Rassemblement National. Je vais dire une banalité, mais qui doit être rappelée. C'était pas prévu d'avance que la nation, la critique de l'européisme, la défense de la liberté d'expression, la défense de la laïcité deviennent des marqueurs, comme on dit, d'extrême droite. Il y a quelque chose d'un peu étrange dans cette espèce de concession faite au RN pendant longtemps, qui avait le monopole sur ces questions, mais non pas parce qu'il le réclamait, mais parce qu'on lui concédait. Et ensuite, et là le problème est le suivant, c'est quand des partis classiques de gouvernement cherchent à se réemparer de ce terrain, on dit « Ah, vous allez sur le terrain du Rassemblement national. » D'un instant, ce n'est devenu son terrain que parce qu'on le lui a concédé. Est-ce qu'il faut accepter l'idée que la nation soit une niche électorale pour certains, la laïcité et ainsi de suite? Donc quand Pape Ndiaye parle ainsi, il parle comme toute la classe politique française parlait dans les années 90. Mais quand Gérald Darmanin cet été dit il y a un problème de surdélinquance des étrangers, quand Pape Ndiaye nous dit il y a un problème du vêtement religieux musulman dans nos écoles, et qu'en même temps on voit que le parti Renaissance
France va, à l'occasion de l'anniversaire du Front National des 50 ans, lancer une campagne qui va durer 1 mois. Ça démarre ce week-end. Hashtag 50 ans de haine. C'est quand même frappant. Il y a la différence entre la lutte contre le FN à Donc on l'ancienne, veut occuper les terrains, qui consiste à crier à la haine, effectivement, mais qui ne marche pas. Enfin, si ça avait marché, on le saurait, puisque Marine Le Pen ne serait pas pour la 2e fois consécutive au second tour de l'élection présidentielle. Et le fait que les dirigeants ayant réalisé qu'ils avaient laissé des pans entiers de la réalité entre les mains du Rassemblement national, qui n'en demandait pas tant, essayent de se réapproprier ces pans de la réalité. Oui. Mais je pense pas que ce soit une victoire tout en culturelle. écartant le Rassemblement national, en disant mais eux sont pas fréquentables. Ça reste leur adversaire électoral. Et d'ailleurs, il est frappant de voir à quel point Marine Le Pen se présente comme la prochaine alternance, avec une certaine logique, en disant j'ai le groupe le plus important à l'Assemblée après celui de Renaissance. J'ai été présente au second tour de l'élection présidentielle. Donc là, le discours qu'elle va développer dans les 4 ans à venir, c'est celui de l'alternance logique. Donc en laissant des pans de la réalité au Rassemblement national, on lui a permis justement de s'inscrire comme un parti d'alternance là où il était ce groupuscule dont on parlait dans les années 70. C'est la fin, messieurs, de ce débat. Mathieu, je suis désolé, vous aviez envie de dire quelque chose. Regarde, pour la prochaine fois. C'était très intéressant. Merci à tous les deux. Merci.